Lisbonne, ville multiple, ouverte sur le monde. Comment la visiter au plus profond de son âme? Et qui mieux que ces artistes rencontrés au hasard des balades pour mieux la raconter? La vie n'est rien si l'art ne vient lui donner un sens, dit Fernando Pessoa, incontournable écrivain lisboète. Le 1er novembre 1755, un terrible séisme ébranla la région de Lisbonne. Églises, palais, ponts et tours s'effondrèrent comme de vulgaires châteaux de cartes. Seul, le quartier de l'Alfama est épargné. C'est ici que je pose mes valises pour quelques jours afin d'y rencontrer les Lisboètes. Dans mon imaginaire d'enfant, Lisbonne vivait au rythme de ces marins partis à la conquête de terres nouvelles, revenant pour certains avec des richesses, les dilapidant dans les bouges du quartier du port, se bagarrant, provoquant des sortes de convulsions, apaisés au petit matin par les doux reflets de paille d'or du roi fleuve le Tage. Le temps des colonies est terminé. Lisbonne a influencé le monde et s'est enrichie de ses découvertes. Cette multiplicité des influences et le regard porté vers la nouveauté est symbolisé par de nombreux musées dont le centre culturel de Belém fait partie. Et ce matin, je prends la direction de Belém. Voilà, je me trouve devant le monastère des Hiéronémites, ici. Monastère qui a été érigé à partir de 1496 sous l'impulsion du retour de Vasco de Gama. Il revient des Indes avec d'énormes richesses et ça a dopé cette construction. Et nous, on va aller derrière. Je vais vous emmener au centre culturel de Belém à la rencontre de Paulo et Pedro, collègues accordeurs de piano. Donc on y va. Voilà, je me retrouve devant le centre culturel de Belém, je vous y emmène. Alors la petite particularité, c'est que tout à l'heure on a vu le monastère des Hiéronémites, c'est construit dans la même pierre, dans un style radicalement différent. On y va. Bon alors je suis super content aujourd'hui parce que j'ai deux collègues à moi et je me trouve à Lisbonne devant le centre culturel de Belém. Donc j'ai Paulo Pimentel et j'ai Pedro Pierre Lapin. Pierre Coelho. Eh bien enchanté. Alors moi je suis très curieux de savoir comment fonctionne le piano ici à Lisbonne. Donc vous êtes tous les deux accordeurs de piano. Oui. C'est ça. Et technicien. Et technicien. Alors tu es accordeur depuis combien de temps toi Paulo? Ouf. Oula, c'est... Depuis 30 ans. Et toi Pedro, ça fait depuis... Ça fait 14. 14 ans. Ouais. Ah donc toi tu es plus jeune dans le métier. Je suis plus jeune, Ça j'espère. se voit, non? Oui, et donc vous avez appris où? Par exemple, ta formation, tu l'as faite Ma où? formation, c'était pas une formation très institutionnelle. C'était dans une usine de clavecins et de pianos en Allemagne, chez Neupert. Et la part du clavecin dans ton métier, elle est importante par rapport au piano? Oui, je dirais que oui, parce qu'à Portugal, il n'y a que moi et un autre technicien qui est un constructeur de clavecin, vraiment. Il est hollandais. Et ils vivent à Portugal. Et bon, nous sommes que deux à vous occuper des clavecins. à occuper des clavecins. Et comme ça, j'ai des travail aussi, mais... Pas comme le piano, oui. Non, mais ça se développe lentement, comme toutes les choses ici. C'est vrai. Toi, Pedro, ça t'est venu comment l'idée de faire ce métier? L'idée, ça a commencé quand j'étais petit. En fait, je suis né dans les Açores, une île qui s'appelle Graciosa. Et je pense qu'à ces moments-là, ça a été
C'est monsieur-là c'est lui qui faisait... donné le virus. Non. qui allait là-bas. Oui. Allez là-bas, accordez. Comme il n'était pas là pas très souvent, donc il y avait tout le reste du temps dans ma école à étudier de la musique où les pianos n'étaient pas accordés. Donc l'idée, ça a commencé là et ça a été à dormir pendant 15 ans, je pense. Et après, ça... C'est sorti d'un coup. Alors, Oui. tu t'es dit un jour, il y en a marre d'avoir des pianos qui sont faux. Ah, Maintenant, je vais m'en occuper. C'est un peu ça. Exact. Et j'ai rencontré un autre collègue où j'ai entré l'entreprise et j'ai été pendant 4 ans là-bas. Tu es venu à Lisbonne. En fait, tu as quitté ton île, si je comprends bien, Exactement. pour venir apprendre le métier ici à Lisbonne. Plus ou moins. Pour venir voir qu'est-ce que je pouvais faire dans ma vie. Tu avais quel âge quand tu es venu à Lisbonne? 23, 24. Pour apprendre le métier, il faut aller apprendre loin. Il n'y a pas à côté, quoi. Oui, parce qu'il n'a pas une école ici à Portugal. Il n'a pas. Mais peut-être Pedro peut expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe maintenant, dans ce moment-là, qu'il y a déjà des élèves qui viennent... Déjà, il y avait la vie blanc et noir. Et aujourd'hui, on vivra à couleur. Donc, c'est déjà une différence. Donc, il est dans le temps blanc et noir. Ah, ça veut dire que tu es une autre génération. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le parcours de Pedro est différent et tout aussi atypique que son collègue Paolo. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'ai passé par ITEM en France il y a 10 ans déjà. D'accord. Tu es venu en France à l'ITEM, Donc, ouais. l'Institut des métiers de la musique et Oui. du son. Oui. Dans mon cas, c'est au contraire. J'ai passé 4 ans à apprendre ici et je pars dans l'école après 4 ans de savoir. Pour se perfectionner. Oui, Exact. Très bien. Très bien. c'est ça. Est-ce qu'on arrive à vivre correctement de son travail ici en tant qu'accordeur de piano au Portugal? Oui, je dirais que oui. Oui. Oui, il a beaucoup de travail. Il n'a pas beaucoup d'accordeurs aussi. C'est les deux choses. Et des bons accordeurs, il a vraiment très peu. Donc vous êtes demandé alors, parce que là j'étais étonné, qu'il m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'accordeurs. Mais alors ici, là pour le festival, parce qu'il y a un festival pendant 3 jours, tu m'as expliqué, il y a 5 accordeurs sur ce festival. C'est énorme. Oui, c'est les 5 ou les 6 ou les 7 qui sont préparés pour faire quelque chose comme ça. Les autres, vraiment, je ne crois pas qu'ils sont préparés pour faire ce genre de festival. Je m'imprègne tout doucement de l'ambiance reposante de ce centre culturel de Belém. Durant un court moment, j'ai une impression d'étourdissement devant la tâche qui attend mes 2 accordeurs pendant 3 jours. Imaginez 7 concerts joués simultanément dans différentes salles, et ceci 4 fois par jour. Je sens que j'ai affaire à 2 hommes modestes et surtout extrêmement consciencieux. Ça, c'est une salle de conférence. Et pendant le festival, c'est une salle de concert. Mais bon, Alors on se déplace beaucoup en tant qu'accordeur. Tiens, je vais te poser la question, Pedro. Est-ce que tu travailles juste à Lisbonne ou vous allez ailleurs dans les villages? On se déplace beaucoup. Mais de plus en plus, je préfère me déplacer moins. Le plus loin, par exemple, où tu vas? C'est les 500 km au nord. D'accord. Ça s'appelle Chaves. D'ici. Et toi, Paolo, c'est un peu pareil? Tu te déplaces beaucoup? Je préfère aussi ici, à Lisbonne, c'est plus pratique et il a vraiment beaucoup de travail. Oui, oui. Alors, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qu'on trouve
comme piano ici au Portugal et évidemment peut-être plus particulièrement à Lisbonne. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de bons pianos? Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais pianos? Beaucoup de mauvais pianos, la plupart, c'est ma opinion. On demandera à Pedro. Ouais. Les gens qui ont un piano, ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'on doit faire, ou qu'est-ce qu'on peut faire dans un piano. Ça commence lentement, avec l'aide de Pedro aussi. Ça commence lentement à se faire comprendre. C'est-à-dire que vous avez aussi un rôle d'apprendre aux gens comment on doit faire avec un piano. Oui, bien sûr. C'est ça. On est dans Je pense qu'il y a tout à voir avec l'histoire, ouais, et le contexte financier. Donc si Portugal c'est pas un pays très riche, bien sûr que personne ne peut pas acheter des pianos haut de gamme parce qu'ils n'ont pas le moyen pour le faire. Donc c'est pas lié à personne qui ne vaut pas. Ça vous arrive de trouver des pianos français à Lisbonne? Oui, normalement en très mauvais état, très ancien. Hein? Et bon, et aussi avec cadre en bois, il a beaucoup de français. Cadre en bois, c'est avec lui. Il est spécialiste en piano de cadre en bois. Je déteste. En fait, nous on les met à la benne, hein. On les jette les pianos en cadre en bois. Oui. Moi, j'essaie de faire ça, lui non, il essaie de faire autre chose, je sais pas quoi. Bon, mais... On rigole toujours. Oui, c'est bien. C'est bien. français. Ah, du cornet. Il y a des conservatoires, des écoles de musique ici. Oui, de plus en plus. Le problème avec les pianos dans cette école, c'est on accorde peut-être une fois par an. Oh non, il y a seulement très peu d'écoles qui font ça plus sérieusement. D'accord. Peut-être. Ouais, plutôt les écoles des villes principales et aux universités. Ouais. Voilà. Tout qui est de petites écoles, non. Il y a très peu d'entretien. Ouais. Très peu. Est-ce qu'il y a des bons pianos dans les écoles de musique ou conservatoires? Très peu. Ils sont beaucoup utilisés certainement. Utilisés et l'entretien, c'est pas le nécessaire, jamais. Oui. Et bon, et c'est impossible d'avoir un bon piano sans... On vous écoute pas. Les pianistes ont des exigences par rapport à leur piano. C'est vous qui amenez le plus sur le piano. Et ça, on n'arrive pas à faire avancer les choses dans les conservatoires et écoles de musique? On arrive à faire, mais lentement. Ouais, mais pas avec la vitesse nécessaire. Je me rends compte à ce stade de nos échanges que les accordeurs de piano lisboètes rencontrent des situations similaires aux accordeurs français. Mais je me réjouis à l'idée que l'existence même de ces pianos usés ou d'un autre âge est surtout maintenue en vie grâce notamment au talent de Paolo et Pedro, contribue à faire vivre la musique et la culture. Je retourne ce soir dans mon quartier, au son du tramway qui grince, hurle et couine, et qui, comme ces pianos sauvés par nos accordeurs, apportent leur charme et leur émotion. Ce matin, c'est le marché appelé la Foire de la Voleuse. Situé à 2 pas du Panthéon, la vue sur le Tage est magnifique. L'ambiance est bon enfant et j'y découvre un invraisemblable bric-à-brac. Non loin de là, le quartier de l'Alfama, sans doute le plus authentique, est situé sur les pentes du Castello de São Jorge. C'est un labyrinthe de petites rues, d'escaliers en colimaçon. Et je me laisse emporter par une flânerie matinale et je passe de rue en rue comme autant de promesses vers de nouvelles curiosités.
C'est l'heure de l'apéritif. Apéritif, on boit de la ginja. Ginger. Ouais. C'est l'heure de la ginja. Ginger. Ginja. Ginger. Obrigado. Salut. Santé. Santé, Soligne. Saúde. 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 É C'est boa, bon. né? É boa. Obrigado. Nada. Ici, on sent les odeurs de cuisine. Alors, beaucoup de poissons grillés ici au Portugal et notamment à Lisbonne. Et là, c'est à l'heure de déjeuner et il y a des odeurs qui me excitent les papilles. Il y a quelqu'un qui a installé son barbecue juste là en bas des marches et qui fait sa petite popote tranquillement. Ah, ça, j'adore ça. Vous faites votre barbecue? Oui, c'est ma cuisine. C'est votre cuisine? Je prépare du poisson grillé aujourd'hui. Ah, du poisson Ah bon? grillé. C'est très bon ça. Ici, tout le monde fait sa cuisine dehors, ici? Non, non, de temps en temps. Seulement quand j'en ai envie. De temps en temps. Voilà, Ah. c'est ça. Très bien. Bon appétit. Merci. Il y a une chose qui est très authentique ici aussi à Lisbonne, au Portugal, c'est les azuleiros, c'est des espèces de carreaux. Et il y en a partout. Il y en a sur les murs, il n'y a pas de peinture, il y a essentiellement des carreaux comme ici, qui doivent être, à mon avis, très anciens parce qu'ils sont très abîmés. Et ça attire beaucoup de collectionneurs parce que dans certains endroits, il y a des carreaux qui sont enlevés et qu'on revoit vendus au marché aux puces un petit peu plus loin, le dimanche matin ou le samedi matin. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on prend des petites ruelles et puis d'un coup, on se retrouve sur une petite place très tranquille, avec un petit restaurant, des odeurs de cuisine de poisson grillé. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander, je vois depuis quelques jours des guirlandes. Oui, au-dessus là, ce sont des fleurs. C'est la fête? Oui, il y a quelques jours, c'était la fête des œillets. Et ce sont bientôt les fêtes du mois de juin, comme les fêtes de la sardine. Le 25 avril 1974, peu après minuit, les Lisboètes n'en crurent pas leurs oreilles. C'est Grandola Villa Morena, une chanson interdite que diffusait la station de l'église catholique portugaise. Quand le jour s'est levé, la dictature salazariste prenait fin. Les Lisboètes dansaient dans les rues, embrassaient les militaires démocrates et leur distribuaient des œillets rouges. Et là, j'arrive en bas du quartier d'Alfama, sur le Tage, près du Tage. Alors après l'explosion des senteurs, des papilles, regardez-moi cette explosion de couleurs. Et là, on a typiquement ce qu'on trouve à Lisbonne, les azuleiros, une espèce de faïence sur le mur, qui couvre tout le mur, tout le mur. Je vous emmène au musée Kalous Gulbenkian. C'est un Arménien de la fin du 19e siècle qui a amassé une collection des plus incroyables d'œuvres d'art de tout pays, de toute culture, pendant toute sa vie. Les dernières années, il les a vécues ici, à Lisbonne, et il a désiré qu'après sa mort, soit réunie cette collection dans un endroit, dans un lieu. Donc ce lieu existe, c'est le musée que nous allons visiter là, dans quelques instants. On y va.
voir un truc assez rigolo. Ce sont des petites boîtes utilisées au Japon. On n'avait pas de poche dans les kimonos, donc les médecins ils mettaient leurs petits médicaments et mettaient du tabac, etc., etc. Alors je vous emmène, c'est par là. Voilà, ils accrochaient ces petites boîtes autour de leur cou en guise de poche. Et il y a également une boîte à pique-nique. Une boîte à pique-nique, comme les Japonais aujourd'hui continuent de faire, leur charmante épouse en général prépare le pique-nique pour le lendemain. Et c'est dans une boîte avec des petits compartiments. Mais ça existait déjà au 19e siècle. Je suis touché par cet homme, Calouste Gulbenkian, qui a su faire perdurer son nom à travers le temps grâce à cette collection incroyable d'objets témoins du passé et la fondation du même nom qui, à ce jour, organise des conférences, des expositions d'art moderne et des concerts. Son nom symbolise la transmission du savoir et le trait d'union entre la tradition et la nouveauté. Peu de villes dans le monde sont associées à une musique. Rio de Janeiro à la bossa nova, la Nouvelle-Orléans à le jazz New Orleans, Lisbonne à le fado. Les Portugais sont tellement habités par le sentiment de cette étrange mélancolie sans tragédie qu'ils ont renoncé à la définir. Le fado reste le blues de l'âme portugaise. Le mode d'expression des sentiments, l'amour, la nostalgie, le passé, les difficultés de la vie, le chagrin, l'exil. Cette mélancolie est l'emblème de la sensibilité portugaise. J'aimerais que tu m'expliques, qu'est-ce que le fado pour toi ? C'est très difficile à expliquer. C'est comme une guérison. Ah oui ? Tu vois ce que je veux dire par guérison? Comment dire? Oui, ça fait ressortir toutes les émotions du fond du cœur. Oui, c'est exactement ça. La chanson du fado raconte le positif, le négatif. Et quand jaillissent tous ces sentiments, pour moi, c'est une guérison. Oui, ça guérit la tête et également le cœur. Oui, et vraiment, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a une partie de ta vie dans la chanson du fado ? Oui, probablement. Ah oui. Oui, en fait, c'est certain. Et est-ce que c'est vraiment triste la chanson du fado ? Oui, ça l'est. C'est vraiment triste et extrêmement émouvant. J'espère que ta vie n'est pas triste. Non, non, non. Et qu'il y a des moments joyeux. Oui, bien sûr, beaucoup. C'est des moments difficiles, comme tout le monde, mais Ouais, je suis bien sûr. naturellement très... Oui, je sens que tu es très joyeuse. Yes, oui, je je sens. suis bien. Et tu as besoin de chanter tous les jours le fado. Est-ce que c'est important pour toi ? Oui, bien sûr. Pas seulement le fado, mais chanter en général. Mais le fado, c'est vraiment particulièrement réellement profond. Ah oui, profond. Et est-ce que tu chantes autre chose que le fado ? Oui, oui. Ah oui, quoi comme musique par exemple ? Jazz, tanova. J'aime chanter. Et tu chantes tous les jours ? Non, non, non. J'aimerais. Ah, la journée, tu as peut-être un autre job ? Plusieurs. Ah oui, plusieurs. Je prends tous Ah oui, les boulots vraiment. que je peux. J'ai une grande famille à nourrir. Ah, ok. Oh, je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Merci beaucoup. Ele passou por mim
Si le fado reste l'emblème de l'âme portugaise, il n'en reste pas moins qu'il inspire d'autres voix musicales. En rentrant chez moi ce soir, j'ai l'âme chavirée par le fado de Rita. Lorsque, soudain, des sons viennent me titiller l'oreille. Est-ce que vous jouez depuis longtemps ensemble? Seulement 5 mois. 5 mois? Ah oui. Et vous jouez seulement à Lisbonne? Non, j'ai un autre projet de musique, un projet musical. On est à Lisbonne pour plus ou moins 1 an. Et je joue aussi du fado. Ah, du fado? Oui, du fado aussi, mais... Ouais, ce n'est pas vraiment du fado. On ne joue pas vraiment du fado. Le fado, ça se joue avec une guitare classique, une guitare espagnole. Ah, ok. C'est particulier. C'est un autre style de picking et ça se joue avec une guitare portugaise. Mais mon langage est relié à la tradition du fado. Je peux dire que j'utilise les riffs du fado et je reste fidèle à l'âme du fado. Cependant, j'explore la guitare portugaise dans d'autres voix parce que c'est vraiment un instrument très très particulier au niveau de la sonorité. Est-ce que c'est un instrument ancien? Non, pas celui-là. Oui, à l'origine, oui. Ah oui. Ça vient de la sitar. Ah oui, la sitar. La sitar italienne associée à une guitare anglaise au milieu du 19e siècle. Oui. Et donc le fado est né plus ou moins à la même époque. Ah oui, ok. Et là, nous jouons une fusion entre les deux styles. C'est une nouvelle voix. Oui, c'est deux langages différents. Est-ce qu'il vous arrive de jouer avec d'autres musiciens ou seulement vous deux? Seulement tous les deux. Et on peut chanter aussi. Ah, vous chantez aussi? Oui, on chante, mais pas dans ce que l'on fait actuellement. Ah, seulement la guitare. Oui, absolument. Et quant au texte, on peut raconter notre propre histoire. Où avez-vous rencontré votre ami? J'ai rencontré Warren ici, exactement au même endroit. À cet endroit-là? Et depuis quand? Oh, ça fait presque 1 an, ça le fera presque 1 an en mai. Et on s'est rencontrés exactement en mai l'année dernière, en fait. Merci, j'ai passé un très beau moment avec vous. Oh, merci beaucoup, merci à vous. En fait, on joue dans la rue pour le plaisir de tous. Et notre musique, c'est la relation entre le silence et le moment présent. Oui, ici c'est notre endroit de prédilection. Ah oui, on l'a même tatoué sur notre bras. Ah oui, et vous aussi? Porto do Sul, c'est le nom de la place ici. Alors c'est vraiment une idée étonnante. On était à une soirée et il m'a montré le tatouage. Moi je lui ai dit, je vais le faire aussi. Ah, c'est vraiment amusant. Ah, j'ai jamais vu ça encore. Vous êtes vraiment de super Oui, amis. on est comme des mariés. Chaque artiste, tant il est authentique et spontané, apporte à quiconque sait ouvrir ses oreilles et son cœur des moments de bonheur. Paolo et Pedro, nos 2 accordeurs lisboètes passionnés par leur art, apportent leur pierre à la réalisation artistique telle que les concerts donnés ici au Centre culturel de Belém.
Leur contribution pourrait paraître bien modeste face à un chef d'orchestre ou un pianiste concertiste. Mais ils sont en quelque sorte eux aussi le chef d'orchestre des 10 000 pièces que compose un piano à queue. Paolo se prépare à entrer en scène. Il est comme le chanteur d'opéra en attente du lever de rideau, concentré sur ses gestes à venir. À la différence près qu'il n'y a pas de public pour un accordeur de piano. Seule la satisfaction d'un travail bien fait, parfois la reconnaissance du pianiste, mais pas toujours. Alors, on se retrouve dans la salle. Il vient juste d'avoir le concert qui vient juste de se terminer et Polo vient juste faire une retouche du piano. Donc on voit l'ambiance qu'il peut y avoir entre deux plateaux avec les changements de ce qu'on appelle les praticables, les chaises, les pupitres, etc. Et ce qui est très difficile pour un accordeur, en général, je vais le demander à Polo, c'est d'accorder dans tout ce bruit, parce qu'il en est à son 6e ou 7e piano aujourd'hui, donc je ne sais pas comment il va faire. Ah ouais, il est parti. L'oreille d'un accordeur de piano est subtile, car elle entend les nuances de la justesse des sons. Mais hélas, elle entend ce qu'elle voudrait éviter d'entendre. L'espace sonore du plateau sur lequel nous nous trouvons est un véritable enchevêtrement de sons, comme une espèce de cacophonie avant la symphonie. Les musiciens semblent totalement ignorer la présence d'un accordeur sur le plateau et la nécessité pour lui d'un calme et d'un silence total. Je connaissais le flegme britannique, je découvre la tranquillité lisboète. Pas trop fatigué de l'accord, là, avec tout le bruit? Cool. Mais c'était pas très cool avec toi, les musiciens. Je sais, mais ça fait partie de la vie d'un accordeur. Ça fait je regarde, ils savent que Oui. c'est pas bien. S'ils continuent, ils sont comme ça. Ah bah dis donc. C'est fou, hein? Oui, je trouve ça étonnant. C'est étonnant. Qu'ils n'imaginent pas, en tant que musicien, que Oui, toi, oui, ça oui. te dérange. Et je les ai regardés, non? Comme ça. Oui, et Ils ont compris. mais ils ont Et recommencé. ils ont recommencé. Et j'ai fait la deuxième fois. Oui. Tu as vu? Oui, j'ai vu. La deuxième, ça a amélioré un peu. Un petit peu. Un petit peu, mais quand même. Parce que l'oreille, elle doit fatiguer quand tu as du bruit Oui, autour. bien sûr, et c'est beaucoup plus difficile, mais bon. Ouais. Bon, Mais- ça fait. Est-ce qu'il n'y a pas des fois, tu hurles, tu dis stop? Oui. Oui. Oui, qu'on est piano et orchestre, par exemple. Et le piano est vraiment pas accordé. Ouais. C'est pas le cas. Ouais. Il est accordé, il avait Quelques petites petites retouches. choses, oui. Là, oui, là je dis, hey, stop. Mais j'ai fait déjà des concerts où j'ai dit vraiment, hey, ça, Je peux plus. je peux plus. Mais parce que le piano était vraiment désaccordé. Oui. Et quand c'est comme ça, bon. Là, Il faut de la là, il concentration faut- parce que ça demande oui, beaucoup d'énergie. Oui. Ouais. Mais dans ce cas, Parce que quand même, tu es là depuis quelle heure ce matin? 8 heures. Tu es là depuis 8 heures et J'ai il est... commencé avec ce piano-là à 8 heures jusqu'à 8 heures, jusqu'à 9 heures, 9h15. Et après, après clavecin, et après retourner à ce piano-là. Oui, parce qu'il est 17 heures quand même, ça fait quoi, 9 heures que tu es ici quasiment? Ouais, Ah 9 oui, heures. ah 9 oui. heures. Et ça va. Et c'est pas fini. Ah non, ça c'est pas fini. Hein.
C'est un étrange sentiment que j'ai ce soir d'avoir partagé les coulisses de la scène en compagnie de Paolo et profité ensuite d'un concert de très haut niveau au sein d'un public lisboète connaisseur et enthousiaste. Le spectacle ne serait-il pas également derrière la scène? Je me sens comme dans une ruche dont j'aurais goûté le miel après avoir accompagné les abeilles dans leur dur labeur. Le Portugal n'est pas un pays constructeur de pianos. J'ai entendu parler d'un musée à Lisbonne, dans un endroit insolite, abritant une collection exceptionnelle d'instruments de musique. Cet endroit ne semble s'adresser qu'à moi. Il ne m'en faut pas plus pour que je m'y rende ce matin. Je suis dans la station de métro Alto dos Moinhos. Dans cette station de métro est abrité le musée des instruments de musique. Il y en a pratiquement 700, dont un que je vais vous faire voir particulièrement. Donc on y va. C'est juste là, juste en face à la sortie. Quelle n'est pas ma surprise, en franchissant la porte d'entrée de ce musée, d'entendre un son de violoncelle. Moi qui m'attendais à ne voir que des instruments de musique en vitrine. Le concertiste russe Pavel Gandiakov essaye ce matin devant les caméras la pièce maîtresse de ce musée, un violoncelle Stradivarius fabriqué en 1755. Donc, alors, quand il vient faire un concert ici, il emprunte votre Stradivarius, vous lui prêtez, et il fait le concert ici. Il fait le concert ici. Ah, oui. Et aussi la Fondation Gulbenkian, car c'est une grande salle spectacle. Il y a 1 an et demi, nous avons fait un grand concert à Haydn. Et maintenant, le 2 juin, il y aura un autre concert à Fondation Gulbenkian aussi. Avec lui. Avec lui. Eh bien, c'est un plaisir. C'était un plaisir. J'espère que vous avez aimé le musée. Mais oui. Il est bien caché, mais il y a des collections formidables ici. Alors c'est totalement incroyable, un musée dans une station de métro. J'ai jamais vu ça. J'ai trouvé ça formidable de vous entendre ici. Moi aussi, avec le Stradivarius. C'est un instrument incroyable. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce violoncelle? Tout. Le son. Le son, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait un CD avec ce violoncelle. Et maintenant, fin mai, je vais faire un deuxième CD. Avec ce violoncelle. Avec ce violoncelle. Ça va être le deuxième CD. Il est absolument incroyable. Pour tout le répertoire? Oui, je pense, oui. Ce violoncelle peut faire tout. C'est incroyable. Et après, quand vous reprenez votre violoncelle, comment... Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que vous n'avez pas un peu de chagrin, un peu de larmes? Un petit peu, oui, mais... Et c'est pour ça qu'il revient toujours vous voir? Non, pas seulement, j'espère. Mais maintenant, j'ai un violoncelle aussi qui très bon, extraordinaire. C'était fait entre 1660 et 1680. Aussi élève de Amati, comme Stradivarius. C'était l'autre qui était là et que vous aviez aussi. J'ai entendu l'autre, celui que vous aviez avant. C'était l'autre. Je suis prêté cette violoncelle, évidemment, je ne peux pas acheter ça. Non. C'est beaucoup d'euros. Oui. Et puis c'est un instrument, c'est fait pour être transmis. Vous transmettez la musique, vous avez besoin de l'objet. Au musée, vous regardez, bon, Stradivarius, si vous n'avez pas la connaissance vraie, ce qu'il fait, vous n'allez pas distinguer. C'est un autre. Mais c'est trésor dans le son. Pavel Gandiakov a enregistré la première fois sur ce violoncelle en 2016 le concerto de Haydn pour violoncelle et orchestre avec l'orchestre Gulbenkian. Ce violoncelle avait été prêté par le musée pour la circonstance. Avec un brin d'humour, Pavel dira « C'est la première fois que l'instrument avec lequel je vais enregistrer est accompagné dans la salle de concert
par une escorte policière armée. Un instrument a besoin d'être joué pour continuer à vivre. C'est-à-dire, il y a un mif qui, si on joue beaucoup, ça s'ouvre. Non, pas du tout. Ah oui. On joue 24 heures. Ah oui, c'est fini. C'est bien pour jouer parce que si il est joué, il n'y a pas de petits bêtes qui mangent le. Oui, là, le bois, ouais. Avec révélation, ça. C'est un autre mythe qui l'instrument doit être joué. Cette violoncelle n'était pas jouée pendant les dizaines d'années. Il était mis en état. Boum. Ah. Et ça a été le miracle tout de suite. Il est comme ça, pourquoi elle doit... Merci beaucoup. J'ai trouvé ça formidable, vraiment. C'est un plaisir. Et bon concert. Bonne journée. Le nom de Boisselot, fabricant de pianos, est à ce jour tombé dans l'oubli. Lorsque cette famille origine du sud de la France fonde à Marseille sa manufacture de pianos en 1831, les instruments sortis de cet atelier se font vite remarquer. En 1838, la production atteint les 200 pianos par an. Boisselot dépose des brevets, dont la pédale sostenuto, réintroduite par Steinway 30 ans plus tard. Franz Liszt est séduit par la qualité de ses pianos et il part en tournée en Espagne et au Portugal en 1844. Il emmène avec lui un de ses pianos, accompagné par Boisselot lui-même. Le piano Boisselot, utilisé dans cette tournée, sera offert finalement à la reine Maria II du Portugal. Et c'est ce piano qui est exposé dans ce musée. Alors, il y a vraiment des instruments très curieux, des trombones avec un cornet en forme de tête de canard, un peu effrayant comme instrument. J'étais venu au musée des instruments de musique pour y découvrir le premier piano importé au Portugal. Je n'ai plus en tête que le son de ce violoncelle. L'impression que Lisbonne est une ville pleine de surprises me pousse à aller dans le quartier de l'Alcantara au pied du pont du 25 avril, plus particulièrement l'X Factory, ancienne fabrique de tissus portugais. Le projet culturel de cet endroit mêle la gastronomie, les concerts et les expositions. J'ai l'impression d'être ici dans un petit village tranquille. Dans cette impressionnante librairie appelée l'Air devagar, qui signifie lire lentement, il se passe toujours quelque chose. Et à l'image d'une ville cosmopolite, aujourd'hui, c'est une exposition éphémère d'un Français exilé depuis 30 ans à Lisbonne. Quel âge cet endroit? Ça a été ouvert depuis 7 ans. Ah oui, d'accord. Comme c'est maintenant, il y a 7 ans que ça existe. Alors là, votre concept, c'est... Il y a des partitions, on choisit, et vous, Voilà. et vous jouez, Voilà. et chantez peut-être. Si les gens veulent chanter autre chose, c'est aussi possible. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut chanter autre chose sur l'accompagnement. C'est pas mal votre affaire. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Non, Ah ok, dans 10 minutes. Bon, alors on laisse concentrer l'artiste. Au-dessus de ma tête, le pont du 25 avril me fait penser au Golden Gate Bridge de San Francisco. Il a été édifié sous la dictature de Saint-Lazare. Il prit le nom du 25 avril suite à la révolution du même nom, en hommage à la victoire de la liberté sur le régime autoritaire de Saint-Lazare. Alors, Lisbonne, c'est aussi une ville où le street art est extrêmement développé. C'est une des villes les plus importantes en Europe pour le street art. Ici, on se trouve en dessous d'une gare et il y a des graffitis, des dessins magnifiques sur tous les murs. Voilà, je vous y emmène. La municipalité de Lisbonne, préférant accompagner que réprimer, a eu la bonne idée de déclarer le street art discipline artistique à part entière.
le vandalisme en a été considérablement réduit. Il suffit de déambuler, flâner et de lever son nez pour apercevoir des œuvres riches en poésie. Avant de quitter Lisbonne, je fais un petit tour par Sintra. Sintra, c'est à quelques kilomètres de Lisbonne et c'est une ville où la végétation est luxuriante, les points de vue sont extraordinaires. Donc je voulais terminer par un petit côté nature avant de retourner sur Paris. Et ce que je peux retenir de Lisbonne, c'est que les Lisboètes sont extrêmement charmants, accueillants et que la culture est à chaque coin de rue. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Donc en attendant, je vous dis à un prochain voyage, à la rencontre de musiciens et d'accordeurs de piano ou d'autres personnes du milieu musical, artistes ou autres. À bientôt. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières? Parce que je sais ça, vous avez des histoires à raconter, que vous, des anecdotes, des choses pas mal. Noir et blanc. Les deux. La semaine passée, je viens de faire un client, une cliente, une madame où j'ai entré, elle a son piano droit, j'ai entré, je lui ai dit salut, je lui ai serré la main. On a discuté un petit peu quoi faire dans le piano et au moment que j'étais à mis mes mains dans le piano, elle a dit arrête, il faut que tu laves tes mains avant. Je me suis dit ok, je vais, où est-ce que la toilette passait là? Ah oui, c'est vrai. Donc c'est une histoire. Et après, elle t'a serré la main ou elle t'a dit... Non, elle m'a serré la main. Ah, quand même. C'est son piano qui doit être bien... Ah, d'accord. C'est par respect pour le piano. Exact. C'est plutôt une histoire sympathique, ça. Ouais. Donc ça, c'était l'histoire en couleur. Alors l'histoire en noir et blanc de Paolo. Est-ce que tu as une histoire en noir et blanc à nous raconter? Oui, allez, vas-y. C'est une histoire j'étais chez un client, accordé un piano à queue, et il était avec les bras autour. Et on parlait un peu, et après, ok, accordé. Et il était là, attendant. Hein. Et après, je sais pas, mais 10-15 minutes, il était vraiment à dormir sous le piano. Et moi, pim, comme là. Ah, mais tu l'as endormi, en fait. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Il a dormi ça. tout le temps. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et tu l'as pas réveillé, t'as pas osé. Non. c'est Seulement trop précieux. au final, hey C'est fini. Bon, moi je te remercie beaucoup, Paolo, pour cette petite histoire, Pedro aussi. Et puis un petit message pour les accordeurs français, ils ont des amis aussi. Oui, je crois qu'on peut apprendre avec tous et c'est toujours bien de parler avec ce métier et d'autres choses. Et d'échanger. Plus important. Je vous remercie tous les deux et puis on va aller faire un petit tour, alors c'est ça ?